Les contractions alimentent les peurs chez les femmes enceintes, tandis que les déchirures les aggravent. Comment faire pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile? Telles sont les questions pertinentes auxquelles nous devons faire la tâche d'apporter des questions. Bienvenue mesdames et messieurs à la tribune réservée à votre santé, Afrique Santé. Nos experts sont là et je m'en vais vous les présenter. Bienvenue docteur Tapa. Merci Ulrich, c'est un plaisir de se retrouver sur ce plateau. Bonsoir aux téléspectateurs cet après-midi. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va échanger comme d'habitude sur ce sujet pertinent qui est la mortalité maternelle et infantile. Madame Gabette, Clarisse, vous êtes sage-femme, je vous laisse le soin de vous présenter vous-même. Oui, je suis Madame Gabette Clarisse, sage-femme spécialisée en santé de reproduction. Je suis encore ravie une fois de plus d'être sur ce plateau ce soir. Et le docteur Bekono. Bonsoir Ulrich, je suis ravi d'être là pour animer l'émission Afrique Santé. Nous parlerons d'un sujet qui me concerne parce que gynécologue, je suis concerné au premier plan. Et j'espère que les explications que je donnerai pourront éclairer les femmes qui nous suivent en ce moment. Les docteurs gynécologues, vous l'avez dit, j'espère que les téléspectateurs ont bien entendu. L'équipe de lutte contre l'ignorance et la promotion de la santé pour tous en Afrique a ainsi présenté. La première question, je vais m'adresser à Madame Gabette. Les contractions, qu'est-ce que c'est les contractions? Oui, les contractions utérines, ce sont les douleurs lombo-pelviennes que la femme ressent. Parfois, même quand elle n'est pas en travail, parce que ça dépend de la régularité des fréquences. Pour dire par exemple que la femme est en travail, elle doit avoir des contractions régulières et fréquentes. Donc, parfois même avant qu'elle entre en contraction, parfois avant la 38e semaine, elle commence à ressentir des petites contractions. Mais on ne peut pas encore dire qu'elle est en travail, parce que pour qu'une femme soit en travail, il y a certains éléments qui entrent en jeu. La contraction, c'est à partir de quel moment où la femme enceinte peut ressentir des contractions? Elle peut ressentir des contractions même avant la 36e semaine. Par exemple, chez la femme par exemple, qui risque de faire un accouchement prématuré, elle peut ressentir les contractions avant. Mais je dis déjà, vers la fin du 3e trimestre, la femme commence à ressentir des petites contractions qui viennent et qui partent. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est déjà en travail, comme j'ai dit. Donc, il y a des éléments qui entrent en jeu pour qu'on dise réellement qu'une femme est en travail. Vous parlez de 36 semaines. En mois, ça donne quoi en mois? 36 semaines. 36 semaines, c'est... C'est le 9e mois ou le 8e mois? Non, c'est encore... comment je vais dire, le gynécologue, 36 semaines, c'est... Docteur Bekono. Un obstétricien qui a des difficultés à convertir ça en mois. Mais 36 semaines, nous sommes autour du 8e mois de grossesse. Bon. À partir du 8e mois, on peut s'attendre à des contractions? Non, un peu plus tôt. Pour une grossesse normale, on peut commencer à avoir des contractions à partir de la 28e semaine. Ces contractions vont s'intensifier au fur et à mesure qu'on approche du terme. Parce que un champion qui gagne sa course ne vient pas pour la gagner sans entraînement. Donc l'utérus a besoin de s'entraîner pour que le jour où il sera sollicité pour l'accouchement, que cet utérus-là soit au point. Je voulais apporter une précision. Les contractions, ce sont des douleurs, comme elle a dit, mais ces douleurs-là ont des caractéristiques. Elles sont intermittentes, elles sont totales, elles sont régulières et c'est des caractéristiques qu'on connaît des contractions utérines. Je prends le cas de la femme enceinte. Si elle a 3 mois, quelle est la douleur qu'elle peut ressentir qui fait dire que ce n'est pas encore la contraction? Parce que étant enceinte, elle peut associer à toutes les douleurs le mot contraction. Quelle est la spécificité de la contraction? Comment l'identifier chez la femme enceinte? La femme enceinte, la femme à 3 mois peut avoir une contraction si jamais elle est en train de faire un avortement ou une menace d'avortement de sa grossesse. Mais on ne parle pas encore, on ne parlera pas de contraction véritablement, parce que la contraction, c'est avec le terme de la grossesse qu'on peut effectivement confirmer que bon, cette femme est en train de faire. J'ai dit tout à l'heure, les contractions commencent un peu plus tôt vers la 28e semaine. On appelle ça les contractions de Braston Hill, mais ce ne sont pas encore les contractions qui signent l'entrée en travail
de cette dame, parce que j'éviterai de parler des termes trop techniques. Je retiens que les contractions qui viennent plus tôt peuvent annoncer un avortement. Vous l'avez Oui, un avortement, un accouchement prématuré. Ou un accouchement prématuré. Ouais. Je me tourne vers le docteur Tapa. Vous avez quelque chose à ajouter à la définition des contractions ou alors à ce phénomène? Disons que pas grand-chose, mais il faut remarquer ici les contractions qui sont normales et les contractions qui sont parfois provoquées par certaines conditions telles qu'on observe en Afrique où c'est une zone endémique, le palu est fréquent, ça peut provoquer des douleurs au niveau de l'abdomen qui simulent des contractions qu'il ne faut pas confondre avec les contractions qu'on a quand la femme est en travail. Et ça, il faut garder à l'esprit. Le palu, c'est l'une des causes qui provoque ces douleurs anormales avant l'accouchement. Et ça peut même aller plus loin, ça peut provoquer un accouchement prématuré. Donc, c'est dit que on peut avoir, la femme enceinte ou la parturiente peut avoir un palu qui provoque une contraction. Il ne faut pas qu'elle confonde cette contraction avec la contraction liée à l'accouchement. Tout à fait. Puisque une fois la cause de la contraction levée, elle va s'arrêter. On parle du palu dans ce cas. Alors la contraction, on l'a dit d'entrée dans nos propos préliminaires, c'est un sujet de peur chez les femmes. Est-ce que c'est inévitable d'avoir les contractions ou alors c'est une fatalité? Fatalité, non, mais c'est inévitable. Vous voyez, l'utérus à terme a besoin de libérer. Et pour libérer, il faut une force qui va s'appliquer au niveau de l'utérus. Un utérus qui n'a pas de force externe ne pourra pas libérer le fœtus. Et donc, la contraction, c'est cette force involontaire qui vient provoquer le rétrécissement de l'utérus pour expulser l'enfant. Donc, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un phénomène physiologique normal. Ça survient parce que justement, à ce moment, il faut que l'utérus se contracte pour que l'enfant puisse sortir. C'est un phénomène plus compliqué qui prend en compte la maturité de l'utérus, les hormones qui vont agir sur l'utérus, ainsi de suite. Mais c'est un phénomène lié au fonctionnement normal de la femme qui est enceinte. Alors, docteur Bekono, cela est bien dit par docteur Tapa, les contractions sont inévitables, c'est un phénomène tout naturel. Comment, si on ne peut pas les éviter pour la femme, j'imagine, j'ai jamais été enceinte, mais comment faire pour les améliorer? Il n'y aurait pas des procédures, des méthodes pour pouvoir diminuer la douleur des contractions et alléger la femme enceinte? Dans les hôpitaux actuellement, on propose aux femmes ce que nous appelons des accouchements sous péridurale. Mais je pense pour ma part que celles qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir ce luxe, parce que j'appelle ça un luxe, sont obligées de connaître ces contractions, parce que la contraction, c'est depuis l'ancien temps, hein, c'est dans la Bible, Dieu a dit « tu enfanteras dans la douleur ». Donc je pense que c'est quelque chose qui est là depuis, que nous devons respecter. Bon, pour celles qui ont des moyens, elles peuvent consulter un anesthésiste réanimateur qui va les accompagner en leur mettant un set de péridurale. Donc, dès qu'elle entre en travail, en précisant qu'on peut mettre ce set, mais on ne commencera véritablement à lui donner des médicaments contre la douleur que lorsqu'elle sera véritablement à 4 ou à plus de 4 cm de dilatation au niveau de son col. C'est dit que la péridurale n'est pas introduite ou bien appliquée chez la femme, à moins que la dilatation du col se soit réellement faite. Puisqu'il y a des femmes qui ont qu'on retrouve en consultation avec des dilatations de 2, 3 et qui ne sont pas en travail. Donc vous n'allez pas mettre à cette femme-là c'est quand elle arrive avec des contractions. On a dit tout à l'heure pour qu'une femme soit en travail, les contractions ont des caractéristiques. Voilà. Au départ, vous avez une contraction peut-être toutes les 20 minutes. Au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, ces contractions vont se raccourcir. On les aura après toutes les 15 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes. Et on est véritablement en travail lorsqu'on a une contraction toutes les 3 minutes qui dure entre 30 et 60 secondes. Et cette contraction est intermittente, elle est totale et la femme ne peut rien contre ça.
Donc, c'est donc dit que c'est la péridurale, ou la dilatation, pardonnez-moi, la dilatation du col de l'utérus qui détermine l'application de la péridurale. La dilatation du col et la fréquence des contractions vont déterminer maintenant si cette femme est en travail et si oui, il faut décider du moment où il faut mettre le set de péridurale. Donc, dans ces conditions, la femme riche ne peut rien contre les douleurs, même si elle a assez d'argent pour la péridurale. Non. Il faut aussi noter qu'il y a des femmes à qui on a posé des sets de péridurale, mais on s'est rendu compte que la femme continuait à ressentir des douleurs pendant la contraction. Ça a été, c'est des cas que nous avons vécu dans nos maternités. Madame Gabet, pour vous, quel conseil donnez-vous à toutes ces femmes enceintes qui viennent vous voir pour limiter les douleurs de la contraction? Oui, généralement, quand la femme arrive, si elle n'est pas à terme et qu'elle a des contractions, nous utilisons souvent la tocolyse, donc une perfusion de salbutamol pour essayer d'arrêter les contractions si elle n'est pas à terme. Donc, pour éviter une perfusion de salbutamol, c'est pour arrêter les contractions, pour permettre au moins à la femme d'arriver à terme, pour éviter un accouchement prématuré, par exemple. Donc, nous mettons sur pied une perfusion de tocolyse, ce qu'on appelle souvent tocolyse, pour permettre, et dans ce cas-là, quand nous mettons, la douleur baisse progressivement. Mais dans ce cas, il faut que le col ne soit pas ouvert. Le col peut encore être ouvert au moins au niveau de la pulpe du doigt, mais il ne faut pas qu'elle atteigne même 4 cm. Non. Si elle atteint il y a 4 cm, ça veut dire qu'il y a le travail. Elle doit expulser. Docteur Tapa, vous avez forcément... Oui, c'est atténuer les contractions. Je crois que c'est un processus... Vous permettez, on a un appel du Maroc, Docteur Tapa. Monsieur Raja? Oui, nous étions à vous. Oui, je disais que atténuer les contractions, c'est un processus qui part du début de la grossesse à l'accouchement. En fait, vous voyez, le terrain sur lequel il y a les contractions s'exercent est très important ici. Selon que la femme ait été suivie avec une certaine attention pendant toute sa grossesse et donc solide à la fin de la grossesse, elle va supporter les contractions mieux que la femme qui n'a pas été bien suivie. Bien suivie dans quel sens? Nous avons vu la dernière fois que les besoins en nutrition d'une femme enceinte augmentent en qualité et en quantité. La femme qui se sera nourrie... Vous permettez, nous recevons M. Raja du Maroc. Bonsoir, M. Raja. D'accord. Nous vous écoutons, M. Raja. Moi j'appelle depuis le Maroc. Je suis sénégalais et je suis au Maroc depuis plus de 7 ans. Mais votre chaîne de télévision, c'est une très bonne chaîne de télévision et nous, on apprécie beaucoup ici, nous les Africains qui sont un peu expatriés un peu partout là. Donc, il y a quelque chose qui m'a plu dans votre émission. Mais je me rends compte, vous parlez toujours de péridurale, ou c'est quoi? Moi, j'ai des soeurs qui accouchent et il n'y a jamais de problème. Mais, chez nous, ma femme même, elle n'a pas pu accoucher normalement. Donc, je veux que vous nous écriviez quand même normalement ce que c'est que péridurale. Il ne faut pas seulement parler comme ça, parler. Il faut nous dire vraiment ce que c'est pour qu'on ne puisse plus avoir ce genre de problème. Péridurale, c'est quoi? C'est mort d'enfant ou c'est quoi? Il faut savoir. Moi, j'ai déjà perdu 2 et je ne veux pas perdre le 3e. Expliquez-nous franchement ce que c'est que péridurale là. Hein? Franchement, je vous remercie au plateau là. Nous vous remercions. Nous permettons à Dr Tapa de chuter avant de passer la parole au docteur gynécologue. Monsieur Raja, merci pour votre intervention et ça nous va tout droit au cœur de savoir que vous suivez l'émission avec une certaine attention. Péridurale, c'est vrai on s'est un peu exprimé au début comme si on parlait à des scientifiques, on s'en excuse. En fait, la femme enceinte au moment de l'accouchement, c'est prévu qu'elle accouche normalement, c'est-à-dire qu'on ne lui donne aucun médicament, c'est un processus naturel, normal, où elle va accoucher, mais qui s'accompagne également des douleurs. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des problèmes, mais là, on a la douleur de l'accouchement qui est tout à fait naturelle aussi. Donc, que vos soeurs accouchent normalement, c'est normal. Maintenant, avec l'évolution de la science, on s'est rendu compte que
Si on anesthésiait, c'est-à-dire qu'on essaie de tuer, comme on dit, la partie inférieure de la femme, pour éviter qu'elle ressente trop cette douleur, elle peut toujours accoucher. Et c'est ça qu'on parle de péridurale, c'est un terme technique qui signifie tout simplement injecter un médicament qui va tuer la partie inférieure de la femme et faire qu'elle ne ressente pas la douleur de l'accouchement. On ne recommande pas ça comme une alternative à la méthode normale d'accouchement, mais on dit que de plus en plus, les femmes qui ne veulent pas la douleur peuvent passer par cette méthode. Et le gynécologue expliquait tout à l'heure les conditions dans lesquelles on peut recourir à cette méthode. Une fois de plus, on s'en excuse pour n'avoir pas étayé ça comme ça au début. Peut-être, docteur Tapa, il faut préciser que cette méthode n'est pas à portée de main. Voilà, et que c'est même un peu luxueux et encore controversial avec les cultures et tout ça, avec les habitudes qu'on a acquis, particulièrement en Afrique, où on a une certaine signification qu'on donne à la douleur de l'accouchement, où la femme, dans certaines cultures, c'est comme un acte de bravoure, où chaque femme veut passer par là. Donc, c'est encore controversial et c'est l'évolution de la science. On a aussi l'obligation de mentionner ça quand on parle des phénomènes particuliers comme l'accouchement. Il faut dire ce qui a évolué par rapport à ça. Et je profite pour attirer l'attention toujours par rapport à l'évolution. C'est tout comme si on parlait de césarienne, c'est-à-dire qu'on opère la femme pour prendre l'enfant. Et ça, c'est une autre forme d'évolution, toujours pour éviter et les problèmes et la douleur qui a évolué, mais ce n'était pas parce que ça permettait d'éviter tellement de problèmes comme on l'a cru. Les pays qui l'ont appliqué pendant des années n'ont pas vu le taux de mortalité diminuer aussi bien que ça. Donc, la méthode d'accouchement naturel, africaine, appréciée comme toujours, reste très valable. Et on revient là-dessus pour dire qu'il faut que les femmes se préparent suffisamment pendant la grossesse pour que le corps soit solide au moment de cette bataille finale qu'est l'accouchement. Ah, merci. Docteur Bekono, vous aurez forcément quelque chose à dire sur la péridurale. Un autre aspect pour aborder cette définition de péridurale. Je crois que Dr Tapar a expliqué ce que c'est que la péridurale en des termes simples. Je n'ai pas grand-chose à apporter. Peut-être dire que pour qu'on puisse faire la péridurale à une dame, on ne se lève pas et on la lui propose en salle d'accouchement. Il faut une consultation chez un anesthésiste réanimateur au préalable qui va demander un bilan. Et c'est à l'issue de ce bilan-là qu'il va donc décider de la molécule qu'il pourra utiliser pendant la péridurale. Donc, je voulais apporter aussi une précision par rapport à la tocolyse. Il y a le salbutamol et il y a d'autres molécules qui sont quelquefois utilisées pour la tocolyse, c'est-à-dire lorsqu'on a objectivé peut-être des contractions, des fausses contractions et qu'on veut les arrêter, on a l'attitude d'utiliser une gamme de médicaments qui est assez variée, mais avec des conditions qu'il faut respecter. Par exemple, dans le cadre du salbutamol, il faut s'assurer qu'il faut un certain nombre de critères qu'il faut respecter, parce que si après administration, on se rend compte que le cas bat trop vite, on est obligé d'arrêter. En général, si on retient pour la péridurale, il faut tout d'abord consulter un réanimateur, un anesthésiste, c'est ça, oui, pour pouvoir pour procéder à cette application. C'est lui qui pose le set de péridurale et non le gynécologue. C'est le réanimateur qui vient en salle poser le set d'où la patiente doit le consulter. Oui, d'où la patiente doit le consulter. Madame Gabet, on envoie sur la question qui vient tout naturellement. Concernant les contractions, une de nos téléspectatrices a posé la question de savoir, il y a des femmes qui accouchent avec douleur, d'autre part. Comment expliquer ces phénomènes de manière naturelle? On ne peut pas dire qu'une femme peut accoucher sans douleur. Il y a des femmes qui supportent. Certaines femmes arrivent, qu'elles ont des douleurs, vous ne pouvez pas ressentir parce qu'elles se maîtrisent. Par contre, d'autres, la moindre douleur, elles commencent à crier, elles crient. Donc moi, je me dis, ça dépend de chaque femme. Et c'est la femme qui connaît se maîtriser. Chaque femme a cette lassitude de se décider. Si j'essaie de comprendre, on peut maîtriser la douleur des contractions? Elle peut supporter. Je vais dire que elle peut décider de ne pas trop crier. Elle peut se dire que non, si j'ai mal n'importe comment, je ne dois pas ouvrir ma bouche. Et là, quand elle contracte, ça se ressent au niveau de son col. Vous voyez seulement comment elle est là, tout calme.
elle tape seulement ses pieds. Mais quand vous faites le toucher, vous constatez que le travail est en train d'évoluer. Là, c'est une découverte. Docteur Bekono, c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'il y a, chaque personne a un seuil de douleur qui lui est propre. Hein. Il y en a qui, lorsqu'on vous enseigne la douleur, on vous dira qu'il y a la douleur à certains paliers. C'est aussi pourquoi, par rapport aux médicaments contre la douleur, ces médicaments ont aussi des paliers. Donc, quand on va par exemple au dernier palier qui est la morphine, ça veut dire que c'est une douleur qui devient insupportable, transitiante et tout. Donc, il y a des personnes qui, à cause de ce seuil de douleur, il y a des personnes qui supportent mieux la douleur de l'accouchement que d'autres. Docteur Tapa, est-ce que c'est possible de se maîtriser face aux douleurs de la contraction et ne pas se ressentir à l'extérieur? C'est possible et c'est de se maîtriser, pas d'annuler. C'est les cultures, je reviens à la culture, particulièrement en Afrique. Et vous allez voir qu'en fonction des cultures, les gens extériorisent plus ou moins leur douleur. Il y a des cultures où on considère qu'il faut être vraiment un nulard pour pleurer, même quand la douleur est là. Hein? On a fait le stage, par exemple, dans le Nord à l'époque, quand il fallait vacciner les enfants. Dans une école, vous pouvez piquer 100 enfants sans entendre un seul cri. Hein? Ce n'est pas la même chose dans le Sud. Prenez une école similaire, le premier enfant va alerter toute la ville et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la vaccination. Donc, c'est une question de culture. La même chose chez les femmes. Vous allez voir que des femmes, dans certaines cultures, crier, extérioriser leur douleur, c'est un peu une faiblesse, une lâcheté ou quelque chose comme ça. Mais dans d'autres cultures, c'est intolérable. Dès elle commence à vous en péter jusqu'à ce qu'on ait calmé la douleur. Donc, en fonction de comment les cultures influent et comment la femme s'est préparée, je reviens à ça exprès, la femme qui a été malade toute la grossesse et qui arrive cachétique à la salle d'accouchement va supporter moins la douleur que la femme qui est bien portante. Ça, il faut qu'on le note. La femme qui va arriver anémiée, qui a déjà ce problème de ce corps qui souffre, va supporter moins la douleur que celle qui arrive équilibrée un peu. Donc, tout ça dépend d'un ensemble de facteurs, c'est-à-dire le seuil de support de la douleur, la culture de la femme et son état clinique. Comment la femme qui vient accoucher se présente. Et là, on ne reviendra jamais dessus assez. Le suivi de la femme enceinte commence avant, pendant et après la grossesse. Et on insiste sur... Avec vos permissions, docteur Tapa, nous recevons M. Norbert. Bonsoir, bienvenue M. Norbert. Norbert, depuis Bafoussam, dans la Cameroun. J'aimerais savoir, est-il important de précipiter l'accouchement d'une femme, puisqu'on sait c'est qu'il y ait des contractions. Lorsqu'il y a une contraction et qu'à l'hôpital on précipite l'accouchement, je pense que la nature prévoit qu'il y en a déjà un thème. Je peux dire, le moment où le bébé, lui, lorsqu'il doit sortir, il doit sortir. J'aimerais, est-ce qu'on ne met pas, la question dont je pose, c'est, est-ce que ne mettons pas la vie de ce bébé en danger, ou ne mettons pas aussi la vie de la maman aussi en danger? Donc j'aimerais un peu, c'est tout ce que j'avais à poser. Merci. Merci, monsieur, de votre contribution, une contribution à laquelle le docteur Tapa se chargera de donner du répondant. Oui, merci pour la question et merci pour l'intérêt à l'émission. Je crois que ce que vous essayez de dire, c'est que les contractions, c'est normal parce qu'à un moment donné, l'organisme est préparé à contracter pour libérer le bébé. Et que donc, ce n'est pas la peine de précipiter parce que ça peut mettre en danger la vie de la maman ou celle de l'enfant. Je veux dire, en milieu médical, les raisons qui permettent de précipiter un accouchement, c'est les raisons liées à la menace de la vie de l'enfant ou de la mère. Vous avez ça dans les cas des femmes qui font l'hypertension et qui menacent de mourir, et même le bébé, ou le traitement, c'est l'évacuation de l'utérus. Il faut que cet enfant sorte pour qu'on puisse sauver au moins la mère, sinon les deux. Donc, les raisons qui motivent la précipitation, ce n'est pas par plaisir qu'on précipite un accouchement, c'est pour des raisons médicales bien spécifiées.
Et sinon, la méthode naturelle qui fait que la femme est enceinte et qu'à 9 mois, elle va accoucher, reste la méthode privilégiée et la méthode la plus valable. On ne saurait prendre une décision qui met en danger la vie de la mère ou celle de l'enfant. Docteur Tapa, docteur Bekono voulait rajouter forcément à cette question, vous voulez... Oui, je voulais rajouter ceci. Il faut savoir qu'une grossesse normale, quand vous allez chez le gynécologue et qu'il prend son gravidomètre, le gravidomètre c'est ce cercle qui permet de donner la date probable, parce qu'on parle de date probable d'accouchement. La femme, quand on vous donne la date probable, c'est généralement à 40 semaines. Mais l'enfant est mature à 37 semaines. Ça veut dire que si cet enfant à 37 semaines veut sortir, nous, on n'a pas de problème, on le laisse sortir. Et à 42 semaines, on doit tout faire pour que cet enfant soit dehors à 42 semaines. Donc, quand on vous donne votre date probable d'accouchement, 3 semaines avant, votre enfant peut sortir. 2 semaines après, il faut le sortir par tous les moyens. Mais maintenant, une femme qui arrive à 34 semaines... Nous recevons Madame Marie qui appelle du Cameroun. Depuis Douala, Cameroun, c'est Marie. Bonsoir madame. Il y a de cela 12 monsieur. Il vient d'accoucher et il y a eu seulement accouchement. Docteur Bécon, nous pouvons poursuivre. Vous parliez des gravidomètres. Voilà. Je disais donc que en fonction du poids de l'enfant, lorsque vous avez une dame qui vient à 34 semaines, l'enfant pèse autour de 2 kilos. Et que cette femme arrive avec des contractions intenses, disons des contractions qui sont fréquentes et qui sont totales, qui sont avec un col qui est déjà dilaté à 4 cm par exemple, avec une poche des os qui est bombante, cet accouchement ne peut plus être évitable. On est obligé, on ne peut plus faire ce que nous avons appelé tout à l'heure la tocolyse. On est obligé de laisser cette femme accoucher et de récupérer cet enfant qu'on va essayer d'élever. Encore plus qu'à 2 kilos, généralement, on pense que c'est un poids acceptable. C'est quand l'enfant pèse moins de 2 kilos qu'on est souvent obligé de solliciter l'expertise d'un néonatologiste pour élever cet enfant jusqu'à ce qu'il atteigne 2 kilos. Nous espérons que la téléspectatrice a entièrement satisfaction à cette réponse. Madame Gabé Clarisse, vous pouviez, si vous le voulez, ajouter, si ça vous dit. Non, moi je n'ai rien ajouté. Le docteur Tapa, le docteur Bekono ils ont déjà tout dit, donc ça va. On va parler des déchirures, docteur Bekono. Les déchirures aussi, ça fait partie des peurs des femmes enceintes. Les déchirures aussi, est-ce que comme les contractions, les déchirures sont inévitables? Oui, les déchirures sont inévitables pour certaines, disons dans la plupart des cas. Mais il arrive, parce que quand vous allez, pour une femme qui a suivi normalement ses consultations prénatales, elle doit revoir son gynécologue. Disons, on parle souvent d'un prestataire qualifié pour décider du mode d'accouchement. Et ceci se passe généralement à 36 semaines. Ça veut dire 1 mois avant la date probable d'accouchement, elle doit savoir par quelle méthode son accouchement sera fait. Parce que si on a des contre-indications, par exemple, à la voie basse, on peut décider de la césarienne, et la césarienne généralement est décidée lorsque la maturité pulmonaire est effective. Donc, moi, je suis quelquefois embêté de voir des femmes qui arrivent, qui n'ont pas vu leur gynécologue à 36 semaines et qui viennent pour accoucher. Parce que si on prévoit l'accouchement n'est pas, je dirais quoi, n'est pas un acte banal. Ça se prévoit parce qu'il y a un plan d'accouchement qu'on doit respecter. C'est vrai que nous sommes à Douala où il y a beaucoup de centres de référence, mais quand vous êtes en périphérie, ça pose un problème réel. Donc, vous revoir son médecin à 36 semaines, vous décidez, disons, il va évaluer le bassin, il va évaluer le poids du bébé, il va voir s'il y a d'autres contre-indications à la voie basse. Et
il vous dira, madame, bon voilà, j'ai décidé que vous accouchez par voie basse, j'ai décidé que vous accouchez par césarienne. Docteur, vous semblez dire que ces femmes qui subissent la plupart du temps les déchirures, c'est parce qu'elles n'ont pas vu leur gynécologue avant? C'est parce que quelquefois, les accouchements n'ont pas été préparés. Tout la nécessité de les préparer? Oui, un accouchement se prépare. Un accouchement ne devrait pas. Parce que si, une femme qui vient avec une hauteur utérine à 42 cm. Monsieur Sem, vous permettez, Monsieur Sem, nous vous écoutons. Allô? Allô? Bienvenue, Monsieur Sem. Oui, bonjour. Oui, moi je vous écoute du Sénégal. Mais il y a une chose pour la mortalité maternelle. Mais je veux dire, la manque de connaissance de certains matrones, parfois, et ensuite aussi les erreurs, comment dirais-je, erreurs médecine ou médicales, je ne sais pas. Hein? Parfois, il y a des erreurs. Hein? Vous voyez des femmes qui accouchent et qui ont décédé, mais alors, parfois, c'est des erreurs, parfois. Hein? C'est ça. Oui. Ça aussi, c'est une partie qu'il faut en parler aussi. Il y a les erreurs au niveau des hôpitaux. Les docteurs savent ce que je dis. Soit c'est les matrones, hein, une femme qui a été... Vous savez, les matrones et autres là, les gens que vous formez, les gens qui disent que oui, on a fait accoucher, on a fait, alors qu'ils ne sont pas très bien formés. Voici le problème en Afrique. C'est la formation en quelque sorte. Je n'ai pas dit des sages-femmes ou bien des gynécologues qui sont bien formés, mais l'autre partie, hein? Bon, ok, vous savez ce que je veux dire. Merci monsieur de votre contribution. On vous laisse le soin, Bekono, dans le même sillage de pouvoir aussi répondre. Oui, nous avons en Afrique 30 millions de grossesses. Et sur les 30 millions, on a 18 millions d'accouchements qui sont faits dans les conditions, je dirais, pas assez hygiéniques et qui sont faits même à domicile. C'est pourquoi je pense que lorsque nous rentrerons dans le chapitre de la mortalité maternelle, on le verra. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'OMS, le système des Nations Unies et dans certains pays, on pense que il faut former des personnes pour pouvoir accompagner ces femmes qui viennent accoucher, parce que la mortalité maternelle reste un indicateur du système de santé dans un pays. Donc c'est important d'avoir un personnel qualifié. Même ces matrones qui nous ont vu naître, la plupart d'entre nous, aujourd'hui, lorsque dans les villages, les pouvoirs publics ont mis des moyens pour essayer de recycler ces femmes, pour essayer de les accompagner et que ce soit des accouchements qui soient faits dans des conditions acceptables. Docteur Tapa, je vous donne la oui, tout à fait. Je crois que le téléspectateur a touché un point assez sensible de cette mortalité maternelle et infantile. C'est les erreurs humaines qu'on observe dans la prise en charge des accouchements, qui est un point nouveau pour personne. Il faut qu'on se le dise, c'est le problème de l'Afrique. En Afrique, nos problèmes fondamentaux, il y a un problème humain. Vous vous rendez compte, si on remonte un peu l'histoire dans les anciennes colonies on a hérité des pays qui étaient affaiblis par la misère, affaiblis par l'absence de structures de santé appropriées, où on formait des gens qui devaient remplacer le colon qui s'en allait, et il fallait le faire vite parce qu'il fallait résoudre superficiellement certains problèmes et partir. On est resté dans le bricole depuis les années d'indépendance jusqu'à nos jours. On va parler des structures comme l'OMS, le FINUAB, il y a plein de structures, mais en réalité, il faut qu'on se le dise, on ne voit pas l'impact de ces structures sur le terrain. Et l'une des raisons fondamentales, c'est quoi? On fuit les problèmes de fond qui minent l'Afrique. On fuit les problèmes simples qui devaient permettre à l'Afrique d'émerger. Le monsieur parlait d'un problème de formation. Ce problème est crucial chez nous. Si vous regardez tous les pays africains, vous allez voir c'est le même problème. La formation du personnel qualifié, c'est un gros problème.
Est-ce que c'est parce que l'Afrique est incapable de former? Est-ce que les éléments, les outils pour former de bons personnels ne sont pas présents en Afrique? C'est le problème, la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et maintenant, sur le plan de la mentalité, quand on rechute dans les maternités, allez voir comment les gens se comportent. Il y a un problème fondamental de mentalité, même pour ceux qui ont appris. Le problème chez nous, c'est que ce n'est la responsabilité de personne. Vous prenez les États africains qui ont la responsabilité de la santé des populations, si on part des salaires qui traitent le personnel qui est censé s'occuper de la population, il y a un gros problème. Si on part maintenant au niveau du personnel, la responsabilité individuelle, la prise de conscience professionnelle, il n'y a pas. On peut peut-être décrier qu'il n'y a pas les salaires appropriés, d'accord, mais il faut décrier également que la mentalité des gens n'est pas dévouée au travail, n'est pas humaine, vous n'avez qu'à faire un tour dans ces maternités, je le dis toujours, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'exactions humaines, c'est-à-dire qu'il y a des choses à notre niveau qu'on ne peut pas prendre en charge, et ça va du niveau de l'hôpital, de l'individu à l'État, et ainsi de suite. On attend nos amis, nos chers amis, on va venir avec l'OMS, les FNUAP, les machins, mais la solution ne se trouvera jamais tant qu'on ne n'attaque pas le problème fondamental, qui est celui de la responsabilisation des Africains, la formation de base, qui est la clé de tous les pouvoirs dans tous les secteurs. Merci, Dr Olivier Tapa. Nous recevons M. Fossine du Qatar. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, c'est monsieur Footing depuis le Qatar. Je n'ai pas encore pris l'émission en ligne. Bon, j'aimerais dire toutes ces choses incombent de la responsabilité majeure des parents, des séries qui passent sur des chaînes de télévision africaines où on ne prend pas le temps de cibler le contenu des séries. On regarde des séries typiquement africaines qui expliquent la réalité de l'Afrique. On pouvait diffuser sur les chaînes de télévision, ça pouvait mieux sensibiliser la famille. Mais les promoteurs de ces chaînes de télévision, trouvant mieux que ces séries n'attirent pas la publicité, préfèrent plutôt diffuser les publicités des séries mexicaines, espagnoles, ainsi de suite, qui n'entrent pas directement dans nos mœurs. Dernièrement, dans un pays africain où j'étais de passage, j'ai vu une série sur une chaîne de télévision privée bien regardée qui ne faisait que promouvoir le thème de l'homosexualité. Et la série passait à quelle heure? À 19h30. À cette heure, tout le monde est à la maison. Et vous voyez derrière ces séries-là, c'est des gros monsieur qui payent la publicité pour que ça puisse passer. Comment peut-on faire pour interdire toutes ces choses-là? L'organe national qui est responsable de la communication dans chaque pays tous ces organes doivent régulariser. Je pense que j'ai terminé. Je prends l'émission en ligne sur Internet et j'ai réagi. Je précise que j'appelle depuis Doha au Qatar. Merci, monsieur, de votre contribution. Monsieur a bien fait de parler des séries télévisées. Cela entre dans le chapitre de l'amélioration de la réduction de la mortalité. Docteur Tapa, les séries télé ce sont les causes indirectes ou les causes directes? Des causes très profondes, je dirais, parce qu'en fait, monsieur pose un problème dans le même ordre de sillage qu'on décrit tous les jours. Vous voyez les médias ont la responsabilité d'éduquer, de former les gens par rapport à la vie quotidienne, par rapport à leur style de vie. Quand vous importez des gens qui vivent à 8000 km et vous apportez leur culture qui est quotidienne chez nous avec tous les vices qu'on peut imaginer, vous comprenez bien qu'il n'y a plus de la place pour l'éducation de base. On continue à pisser en route en Afrique. On continue à jeter les ordures partout en Afrique. On continue à ne pas comprendre qu'on peut s'entraider pour garder un environnement vivable en Afrique. Et cette responsabilité part des gouvernements. Quand on parle des séries télévisées qui passent dans les médias, dans tous les pays, on a un ministère de la communication qui est l'arbitre. Quel est le rôle du ministère de la communication? N'allez pas me demander. Ça, il faut qu'on se le dise, c'est un problème global. Si vous prenez maintenant au niveau de la responsabilité de la chaîne, les propriétaires de télévision, c'est des parents, c'est des frères, c'est des enfants et tout ça. Quelle est leur responsabilité dans ce qui se passe? Est-ce que c'est juste pour de l'argent ou bien il faut penser à la mission fondamentale qui est celle d'éduquer les populations? Auquel cas, il faut voir ce qu'on diffuse et ce qu'on ne diffuse pas. On en a vu de toutes les couleurs dans les pays africains, je peux vous garantir. Et
ces chaînes ont leurs responsabilités. Les gouvernements, l'arbitre est absent, ça il faut qu'on se le dise. L'arbitre est complètement absent. Les ordres nationaux, que ce soit l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, l'ordre des sages-femmes, l'ordre des infirmiers, où sont-ils pendant que tout ça? Quelle est leur voix? Comment ils s'expriment pour faire entendre leur voix pour ce qui se passe dans leur secteur particulier? C'est ça le problème en Afrique. Chacun fait n'importe quoi. On ne fait pas ce qu'on a à faire et on décrit quand le vide a été occupé par d'autres. Vous allez voir qu'il y a un charlatanisme, excusez le terme, en Afrique qui ne dit pas son nom. Dans les chaînes de télévision, c'est incroyable. Ces chaînes qui viennent avec les séries brésiliennes, avec l'homosexualité, il y a bien des gens cachés derrière qui veulent diffuser. Je suis désolé. Et il y a des compagnies qui prennent ça pour appâter les gens parce qu'ils pensent que comme ça vient d'ailleurs, vous allez nécessairement aimer. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour remplacer ça? C'est ça la question qu'on se pose. Il est temps que l'Africain se demande, je peux faire des choses. Pourquoi je ne fais pas? Il ne faut pas seulement décrire, il faut se mettre la main à la pâte et faire des choses qui vont remplacer celles qu'on décrit. De toute façon, Afrique Média Télé ne fait pas partie de ces chaînes qui blessent les mœurs et sensibilités et qui encouragent l'homosexualité. Ça, vous pouvez l'attester sur Internet et tout, ces vidéos qui ma foi, blessent la sensibilité et vraiment la vie de la nation. Docteur Bikono, je vous vois sourire, vous pouvez peut-être ajouter à ce que Docteur Tapa veut dire. Non. Madame Gavette? Non, puisque nous parlons de la mortalité maternelle, il est important de noter également que nos auditeurs sachent les causes. Parce qu'on a deux causes. On a des causes directes, on a des causes indirectes. Maintenant, comme cause indirecte, nous avons les hémorragies, nous avons les infections. Vous permettez, madame, vous parlez hier des causes, on en vient. On en était aux déchirures, docteur Bikono. Vous avez dit que pour éviter les déchirures, une femme doit mieux se préparer. Qu'une meilleure préparation limite les risques de déchirure. Ouais. Je voudrais qu'on tombe... Madame Marie, depuis Douala. Oui, allô, bon. Bienvenue, Madame Marie. Je voudrais depuis ça fait 12 jours, mais j'avais une grossesse de 14 semaines. 40 semaines, une grossesse de 40 semaines. Et après là, j'ai accouché, mais l'enfant est mort subitement sur la table. Mais le 25 février, qui m'a signalé que je devais accoucher le 28 février. Et le 27 février, j'ai eu un saignement. Et après le saignement, je suis allée à l'hôpital, mais le saignement était déjà coagulé et le sang était devenu noir. Bon, ce qui... Docteur Bikono, la téléspectatrice se plaint d'avoir perdu son enfant, les saignements étaient abondants. Quelle peut être la cause qu'il faut attaquer? Un saignement au troisième trimestre de grossesse vous fait penser déjà, lorsque vous avez un saignement, il faut aller vers un hôpital de référence ou un hôpital de district ou un hôpital de référence. Où les gens parlent science. Pourquoi je le dis? Parce que si vous allez dans un centre de santé du quartier, on vous fera un toucher qui est proscrit pour un saignement du troisième trimestre. Parce que si vous avez un placenta qui recouvre soit entièrement, soit partiellement le col qu'on appelle placenta previa, et qu'on vous fait un toucher, on créera un saignement qui peut même vous emporter. Il y a la deuxième cause, c'est quoi? C'est un décollement du placenta. Lorsque vous avez un placenta qui a décollé, et ce n'est pas il faut pouvoir identifier et savoir et pouvoir sortir cet enfant le plus rapidement possible s'il est encore vivant. Donc ce n'est pas en attendant que vous allez garder votre enfant. Donc il faut aller là où les gens comprennent ce qu'il faut faire, là où les gens ont une certaine expertise. On vous dira par exemple les vasa previa. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut connaître lorsque vous êtes, qu'il faut pouvoir faire lorsque vous avez un saignement.
moi je conseille à ces dames d'aller directement dans un des hôpitaux où on trouve un personnel qualifié. Ce qui est sûr est qu'on pourra diagnostiquer et on pourra traiter et vous aurez la chance peut-être qu'on récupère votre enfant et qu'on vous le donne. L'on retient qu'au troisième trimestre, ou alors elle a dit troisième trimestre? Oui, à 40 semaines, c'est déjà une grossesse à terme. Oui, il faut un saignement à cet âge de grossesse, il faut aller là où les gens comprennent ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller. Donc il faut éviter de consulter chez les charlatans, sinon le toucher peut aggraver. Oui, une femme qui arrive avec un saignement au troisième trimestre, il faut éviter de lui faire un toucher. Un toucher. Oui. Exactement. La téléspectatrice aura forcément une réponse à ce que vous venez de dire, une réaction. Madame Gabette. Oui, je voulais dire que pendant les CPN, on recommande toujours à ces femmes de revenir à l'hôpital en cas de danger. Il y a les signes de danger qu'on fait savoir à ces femmes. Par exemple, si vous voyez un saignement, si vous avez par exemple de la fièvre, si vous avez des céphalées, si vous convulsez. Donc il y a tout ça, une vision floue. Revenez rapidement au centre. Donc c'est important. Veuillez attendre madame, nous recevons monsieur Justin de l'Afrique du Sud. Bonsoir, monsieur Justin. Oui, bonsoir. D'abord, merci pour l'émission. C'est la première fois que je tombe sur l'émission. Je suis un fidèle auditeur d'Afrique Média. Je voulais juste poser une question aux experts qui sont sur le plateau. Je voulais savoir si les rapports pendant la grossesse, si ça a un impact positif, c'est-à-dire que si ça peut faciliter l'accouchement, ça peut éviter la maman à des peines, à des déchirures. Donc, c'est ce que j'aimerais savoir. Merci. Merci, monsieur. Docteur Roger Tapa, vous avez répondu à cette question avec l'émission précédente de manière appréciable. Je vous laisse le soin de faire la réédition. Oui, je voudrais déjà remercier la participation du téléspectateur. Ça nous touche quand vous venez en aide pour nous aider à éclairer de plus en plus sur le sujet. Disons que les rapports sexuels pendant la grossesse peuvent avoir un impact positif. L'épanouissement de la femme passe par l'équilibre qui va l'entourer pendant toute la durée de la grossesse. Et si les rapports font partie de cet équilibre, on ne peut pas dire non. Ce qu'on a dit la dernière fois, c'est qu'il faut faire seulement attention. Il faut être plus doux et comprendre qu'on est dans une situation particulière. Maintenant, si la femme est dans une situation où elle est fragile, où elle a des menaces, où c'est pas recommandé, il est évident que là, le moindre rapport peut être catastrophique. Mais si la femme est bien portante et qu'elle s'épanouit pendant sa grossesse, les rapports peuvent être acceptés s'ils sont modérés également. Donc, et psychologiquement, si elle est épanouie, vous préparez un bon accouchement. Vous permettez, nous recevons Madame Gouakou de la Côte d'Ivoire, je crois. Allô? Bienvenue, madame, nous écoutons. Dès que c'est prêt, tu me dis que je peux parler. Dès que c'est prêt. Allez-y, madame. Nous écoutons madame Gouakou depuis le Burkina Faso. Allô? Oui, madame. Allô? Oui, madame, vous pouvez parler. Allô? Allô? Oui, madame, nous vous écoutons. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, c'est docteur Gouakou depuis le Burkina Faso. Bienvenue, j'ai une préoccupation lorsque je veux savoir, puisque d'après, quand j'ai pris le fil de l'émission, je sais que vous êtes des docteurs sur le plateau et vous avez eu ça, à côté de vous. Il y a des femmes, lorsque vous les faites accoucher, qui disent qu'elles ne veulent pas le curettage, ce qu'on appelle généralement le curettage, qu'elles ne veulent pas le curettage. Je ne sais pas si vous avez des thèmes plus scientifiques, des thèmes à me donner pour leur expliquer ça. Je ne sais pas comment leur expliquer. Bon, je viens de sortir de l'école aussi. Raison pour laquelle la pratique, le terrain, je ne suis pas encore apte. Je veux donc savoir, est-ce que vous pouvez me donner des thèmes pour pouvoir convaincre les femmes de l'importance du curettage? Merci. Merci. Merci de votre contribution, madame. Docteur Bekono, l'importance du curettage, comment convaincre? Il faut savoir que l'utérus de la femme est comme la mère.
elle ne veut pas d'impureté, disons, il ne veut pas d'impureté. Et lorsqu'il y a le moindre résidu dans cet utérus, cette femme va continuer à saigner. Donc, dire à la dame que le liquide qui la maintient en vie, c'est son sang. Et que s'il y a un petit débris dans son utérus, elle continuera à saigner. Et elle peut même saigner au point de perdre sa vie. Et nous savons que parmi les causes de la mortalité, les causes directes de la mortalité maternelle, il y a les saignements qui représentent près de 25%. Ça veut dire que c'est une cause importante des décès maternels. Donc, pour pouvoir lutter, il faut expliquer à la dame c'est quel coup. Et la plupart du temps, ça passe. Mais maintenant, si elle s'obstine à refuser, bon, on peut lui faire une décharge pour que, sur le plan légal, on soit quitte. Ça aussi, c'est possible. Parce que une dame que vous avez reçue qui continue à saigner, la famille a même de vous porter plainte pour négligence. Donc, pour que vous puissiez avoir un document, pour que vous soyez couvert, il faut un document signé de cette dame-là qui dit, voilà, le praticien a expliqué les raisons, a expliqué le bien fondé de la révision utérine et j'ai décidé de ne pas la faire. Donc, tout ce qui advient, je supporte ça. Donc, c'est la seule façon de pouvoir se tirer d'affaire. Madame, quelle est l'importance du curettage? Peut-être avec plus d'explications là-dessus, elle pourra facilement, ou d'autres qui nous écoutent pourront facilement se laisser faire. Non, généralement, aux femmes qui accouchent, nous les amenons à comprendre l'importance du curettage. Nous leur disons que s'il y a juste un petit débris là, vous allez saigner jusqu'à perdre votre vie. Donc généralement, quand elles sont réticentes, nous appelons des personnes pour pouvoir les tenir et nous forçons. Parce qu'avoir la mort de quelqu'un sur notre conscience, non. Parce qu'elle peut saigner et se vider de son sang. Donc habituellement, nous forçons, nous le faisons. Mais quand elle refuse catégoriquement, nous sommes parfois obligés de référer la dame. Une précision, docteur Bekono? Oui, une précision. Lorsque nous on a un saignement qui menace la vie de la mère, ce qu'on peut être amené à faire, c'est d'appeler les collègues anesthésistes réanimateurs qui vont faire une petite anesthésie, c'est généralement une anesthésie au masque et on a le soin et on a le temps. Parce qu'une femme qui vient d'accoucher, généralement le col est ouvert. Donc on peut faire une révision manuelle. Parce que introduire toujours les pinces, on ne sait pas trop, mais on les introduit lorsque le col s'est refermé. Mais si le col est ouvert, on peut aller avec la main, essayer de réviser et enlever tout ce qu'il y a comme débris. Non, il faut dire que le curettage n'est pas dangereux et que c'est pour le bien de la femme. Le curettage, lorsque la femme vient d'accoucher, n'est pas toujours conseillé. Mais si c'est le seul moyen quand le col s'est déjà refermé et que c'est le seul moyen le seul moyen de pouvoir réviser, on est obligé de le faire. Mais il faut aller prudemment parce que les risques de perforation sont énormes. Donc c'est une manœuvre très délicate. Oui, une manœuvre très délicate. Surtout qu'il est important de noter que pour un avortement, le curettage n'est pas souvent préconisé. Donc on préfère souvent faire la mio, qui est l'aspiration manuelle. Donc le curettage, vous savez, a beaucoup d'inconvénients. Par exemple, on peut facilement faire une perforation utérine. C'est pour ça qu'en cas d'avortement, nous préférons faire la mio, ce que nous appelons généralement la mio. La mio. Bon, aspiration manuelle intra-utérin. C'est ce que ça veut dire, c'est que... Oui, on va faire... La préoccupation de la consoeur, je crois qu'il faut noter ici que la préparation psychologique de la femme avant que le problème se pose est importante. Beaucoup de femmes sont au courant quand elles sont en train de saigner, on dit qu'on va faire le curettage, elles ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, elle dit qu'elle vient de commencer, ce serait bien qu'elle prenne du temps pour expliquer à ses patients, avant qu'elle n'ait le problème, ce que c'est, qu'est-ce qui peut arriver, parce que c'est l'un des trucs qu'on décrit en Afrique.
On explique très peu aux malades ce qui les attend. On explique très peu aux malades les dangers qu'ils endurent au cours d'un processus comme la grossesse. Donc, quand on est habilité à réagir seulement quand le problème est posé, ça devient plus compliqué. Donc, prenez du temps pour la préparation psychologique des malades, c'est important. Et en consultation prénatale, il peut y avoir des thèmes là-dessus. Le curettage, on peut éduquer les femmes enceintes par rapport au curettage. S'ils arrivent qu'on vous dise qu'il y a ceci, voilà pourquoi on fait, voilà pour quelle raison. Donc, la préparation psychologique pour elle qui dit qu'elle a un sorcier, c'est très important. Et ne vous lassez pas, c'est pas en éduquant les gens. Vous aurez très peu de réticence quand les gens comprennent où on veut aller. Le mot de la fin, on m'annonce à la régie que le temps imparti pour cette émission est déjà à sa fin. Le mot de la fin, docteur Ojitapa. Oui, c'est avec un grand plaisir une fois de plus et je voudrais tout simplement lancer un appel ici une fois de plus aux autorités et à tout le monde qui est impliqué à quelque niveau que ce soit. Les problèmes de l'Afrique nous regardent, les solutions nous regardent également. Qu'on cesse les méthodes conventionnelles où on attend le Messie, où on a des solutions qui viennent d'ailleurs et qui n'ont jamais résolu le problème, et qu'on comprenne que chacun doit prendre sa responsabilité, apporter la contribution à quelque niveau que ce soit pour que l'Afrique reprenne la place qui est la sienne. Pour que l'Afrique reprenne la place qui est la sienne, Madame Gabet, un mot de la fin aussi. Ouais, tout ce que j'ai à dire ici, c'est que bon, nous espérons seulement que dans nos prochaines émissions, nous parlerons du plan pour l'accouchement, parce que c'est important pour nos femmes enceintes, je vous le promets. Docteur Bekono. Je pense qu'il faut dire un mot sur le plan de l'accouchement. Parce que pour un accouchement, il faut un prestataire qualifié, il faut les fonds, il faut le soutien, il faut décider du lieu, il faut prévoir le sang, il faut connaître les signes de danger, il faut connaître les signes du travail. Tout ça est important parce qu'un accouchement ne s'improvise pas. Un accouchement, c'est un geste médico-chirurgical parce que ma foi, doit se préparer et se préparer dans les bonnes conditions. Merci. Tout en remerciant nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui ont brillamment intervenu aujourd'hui, je remercie aussi l'ensemble des experts qui ont sacrifié de leur temps pour venir ici mettre toute la lumière sur l'ignorance qui peut encore résister en Afrique. On pourra aussi dire que pour tout grand succès, il faut bien préparer. Et cela aussi concerne l'accouchement. La préparation est nécessaire si on veut passer cette période le plus aisément possible. À vous, je vous dis, à votre santé, portez-vous bien. Au revoir.